Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, c'est un nouveau podcast Histoire avec notre invité star de Radio Ma'arif, Mustafa Kadeli. Salut Mustafa. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, En forme? Oui. Est-ce que tu as des notes? Aucune. C'est louche. On va parler d'un personnage extraordinaire dont on connaît le nom, on connaît même les deux noms, puisqu'il a un nom marocain ou maghrébin, Hassan Louazen, c'est bien ça, et il a un nom qui est non européen, Léon l'Africain. Et ce double personnage, donc il en est qu'un, a eu une vie tellement riche qu'elle a mérité un podcast. Et plus qu'un podcast, puisque c'est quelqu'un qu'on retrouve dans un roman de Amin Maalouf, qui retrace son histoire, que je vous conseille d'ailleurs, l'académicien français d'origine libanaise. Donc ce bonhomme-là a un parcours assez extraordinaire, témoin d'une époque, et d'une époque charnière. Par quoi on commence, s'il te plaît, Mustafa? C'est l'époque Ouattacide dont on en avait parlé. Une période très difficile, la fin des Mérinides, avant l'arrivée des Saadiens, et toute l'histoire de la Reconquista qui continue en Afrique, l'occupation des côtes méditerranéennes et atlantiques jusqu'à Boujdour, pratiquement par les Portugais, les Espagnols, qui étaient jusqu'à Tunis, c'est-à-dire pour continuer le projet de la Reconquista, justement parce que c'est un personnage né à Grenade. À Grenade, à la veille musulmane, quoi. À la veille de sa prise par les deux rois espagnols, la Ibérique, Ferdinand et Isabelle, et le départ du fameux Boabdil qui a supplié le sultan du Maroc à l'époque pour le laisser revenir à la terre de ses ancêtres, comme il le disait lui-même. Alors attends, pour être clair, moi ma référence dans ce podcast, c'est le bouquin de Maalouf que j'ai relu pour préparer ce podcast. Donc dans le bouquin, on présente un enfant, il quitte la ville enfant avec ses parents. Son père commerçant, mais assez à l'aise, n'est-ce pas? Et les deux femmes de son père, une esclave d'origine chrétienne et une cousine à lui. Enfin bref, donc on voit ce personnage quitter la ville de Grenade, jeune quoi, à l'âge de 10 ans, et le personnage de Boabdil, dans le bouquin, il est présenté comme un lâche, quoi, en fait, comme un individu un peu faible devant les attaques des chrétiens. C'est ce qu'on dit, en tout cas on a une montagne qui est sur plan Grenade qui s'appelle il Soupir d'Il Moro, là où il avait, avant de quitter, regardé le fameux dernier regard en pleurant pour que sa mère lui dise pleure comme les femmes ce que tu n'as pas pu faire comme un homme. Défendre comme un homme, ouais. Mais ça sort d'où cette phrase-là? C'est ce qu'on dit, parce que cette montagne qui s'appelle les Soupirs d'Il Moro, soi-disant, nous donne l'indication de ce petit événement. Alors il y a des gens qui quittent Grenade, qui vont vers le Maroc, d'autres vers la Turquie, si j'ai bien compris, d'autres vers l'Europe. Le nord oui, il y a de tout, il y a de tout, surtout le Maroc, un peu en Algérie, en Tunisie, jusqu'en Turquie, puis vers le nord, effectivement, pour les Juifs surtout, les Vorno en Italie, vers la France. Mais le roman, c'est une pure fiction. Je veux dire, il y a le fait parce que il nous a laissé un livre, justement, la description de l'Afrique, on va en parler. Et à partir de là, Amin Maalouf, l'excellent romancier, a restitué un petit peu à sa manière l'histoire. Mais on ne peut pas dire que c'est absolument cela, puisqu'il s'agit d'une imagination fertile. Non, par contre, sur les faits, on est calé. C'est-à-dire qu'il grandit vraiment à Grenade, et il quitte vraiment Grenade chassé par l'impression de danger. Il pouvait rester, dans un premier temps. Les musulmans et les juifs avaient le droit de rester. Oui, ils avaient le droit de rester. Avant Cisneros, voilà. Avant l'histoire de l'Inquisition. Voilà, ça se base donc sur une réalité historique, qui est que tu as la possibilité de rester. Mais il y a un doute sur est-ce qu'ils vont garder leur culture? Non, au début, il y avait un engagement qu'ils gardent leur confession, justement. Oui, mais ils avaient un doute sur la crédibilité de cet engagement. En tout cas, il y a ceux qui sont restés, et puis l'Inquisition est venue avec le cardinal de Cisneros. Plus tard. Donc, avec sa famille, il débarque donc à Fès. Oui, alors on ne sait pas exactement la date de sa naissance, parce que chacun avance une date. Le problème, c'est que lui-même, Léon l'Africain, il l'estime 10 fois, mais il ne donne pas d'informations précises. Alors, certains qui disent 1888, 1480... 1488. Oui, 88 ou 80. Bon, chacun avance une date, parce qu'on n'a pas justement... La chute de Grenade, c'est 1492. 92, absolument. Donc il l'a quitté encore petit. Ce qui est probablement sûr, c'est que c'est sa prise par les pirates méditerranéens au retour d'un voyage, je crois, en Égypte. Il avait la trentaine, maximum.
D'accord. Voilà. Mais à 30 ans, ce bonhomme qui a vécu une vie assez pleine déjà, c'est pas mal. Il a vécu une vie, ce qu'on appelle normale, de l'époque, surtout pour un enfant de riche, de commerçant, qui a fait des études à Fès. Et puis, il effectue un premier travail de scribe au Maristan, l'hôpital de Fès, c'est-à-dire, bon, je sais pas moi, les entrées, les sorties, les budgets, etc. C'est-à-dire, il nous indique un peu quand même les fonctions que les lettrés de l'époque faisaient, entre autres, en parallèle ou après avoir fini C'est un administratif, leurs études. C'est un administratif. Ensuite, il parle d'un oncle parce que il commence ce voyage assez tôt, il est encore enfant, il n'est pas encore mature. Il a accompagné son oncle chez les Mansa, côté Gao. D'accord. C'était d'ailleurs une mission diplomatique, comme lui-même, il va en faire une autre plus tard chez l'Askia des Songhai, l'Askia Mohammed. L'Askia, c'est un titre, ça veut dire. C'est un titre, un roi. Voilà, Un roi. Un roi. Là, Un roi qui de la période Mansal, les Askia. Et d'ailleurs, on va les retrouver un peu à l'époque mérinide. Et c'est les Askia qui vont être dans cette boucle du Niger jusqu'à la période saadienne. Ouais. Et c'est l'Askia qui va être attaqué par les troupes de Ahmed al-Mansour. Ahmed al-Mansour, absolument. Ouais. Donc, on est début 16e. Et il relate cela. Il relate aussi ce qui est extraordinaire dans ce livre Description de l'Afrique. Dans la première traduction en arabe, en tout cas chez nous au Maroc, date du début des années 80. Quelqu'un en Orient, je ne sais plus, à Bagdad ou en Égypte, avait fait une sorte de traduction. Mais bon, le problème des gens de l'Orient, ils ne comprennent rien à la toponymie, nom des lieux, etc. Donc ils les bousillent. Mais le premier qui en a parlé de Hassan Louizane en arabe, c'est un Marocain, Al-Hajwi, en 1932. Hajwi, c'était un intellectuel considéré un peu comme moderniste en avance sur son temps. Et il s'était intéressé à ce personnage pour nous en faire un premier récit et restituer un petit peu l'histoire de sa vie et donner un compte-rendu sur son livre Description de l'Afrique. Mais je crois que ce livre de Hajwi de 1932 s'est basé sur un autre livre publié en 1904, je crois, en 1905, par un orientaliste qui est devenu très fameux par la suite. Bon. Il en avait fait sa thèse en 1904, cet orientaliste s'appelle Louis Massignon. Il en a fait des fiches, c'est-à-dire au moment où on préparait la conquête du Maroc, la connaissance sur le Maroc, connaître le Maroc, en France, on commençait à préparer cela, y compris justement par les traductions des ouvrages, comme les sources historiques de la période almohade, mérinide, comme Ibn Khaldoun qui a été traduit vers 1857 par le baron de Slan. Et Louis Massignon, justement, a fait sa thèse là-dessus. Et en 1906, il est venu pour visiter les lieux dont parle Lyon l'Africain. Il a fait le voyage de Tanger à Fès. Et c'était dans un objectif descriptif, bien sûr, actualiser un petit peu les informations connues. Parce que cet ouvrage, c'est une sorte d'encyclopédie de son époque. C'est un ouvrage d'histoire, c'est un ouvrage de géographie, c'est un ouvrage d'économie. Là, tu parles du livre que Léon l'Africain de Léon l'Africain, Description d'Afrique. D'accord. Mais avant d'arriver à ce livre, il faut quand même raconter son parcours. Donc il est commerçant. Non, il est secrétaire. Oui, alors comment il finit en Afrique de l'Ouest Et il est secrétaire. Ensuite, je crois qu'il était collecteur d'impôts, d'où ses balades un peu partout au Maroc à l'époque pour collecter, parce qu'il nous raconte justement... Il est fonctionnaire, quoi. Fonctionnaire. Et ensuite, il a été envoyé en ambassade. Ah d'accord, donc quand il part avec des caravanes, c'est un ambassadeur. C'est un ambassade. Ah, c'est pas un... toute la diplomatie, l'histoire de la... C'est pas un commerçant. Non, il part en ambassade. C'est toute l'histoire de la diplomatie de l'histoire. Les ambassades étaient essentiellement vers ce qu'on appelait Bilad Soudan, le pays du Soudan, c'est-à-dire le sud du Maroc. Les ambassades... Et on connaît un peu ses missions ou... Non, comme tous les diplomates, ils ne parlent jamais de l'objet de leur mission, ils parlent de tout sauf de leur mission. Mais, par ce voyage, il nous fait des descriptifs. Alors, comme il était percepteur d'impôts, il est parti en ambassade, il est parti en pèlerinage, il visite, je crois, la Turquie, l'Égypte, c'est au retour que les pirates siciliens le chopent. Quand il le chope, il chope quelqu'un qui a du vécu, quoi. Ils se rendent compte qu'il s'agit de quelqu'un de très important et de très intéressant. Et donc, on nous dit qu'il a été offert au pape.
On est en quelle année quand notre ami Hassan Louazen se fait attraper par les pirates et offrir au pape? On est en quelle année là? Je crois que c'est vers la fin d'un pape qui s'appelle Léon, parce que c'est lui qui lui donne son nom, et on est à peu près vers 1520, 21, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'à cet âge-là, peut-être il avait atteint la trentaine maximum. Ça nous donnerait une idée quand même pour estimer la date de naissance, pour revenir probablement en 1480, plutôt qu'à 1480. Donc né à Grenade, grandi à Fès, Ouais. Fonctionnaire à Fès des Oui. Ouattacides, C'est voyageur. tu te souviens de le Bortoghali des Ouattacides, surnommé? C'est sa période, il a travaillé avec lui. Qu'on appelle Bourtourali parce qu'il a été En prisonnier, otage. en otage. Il était mis en otage par son père pour le respect d'un accord. Exactement. C'est amusant aussi parce que dans le roman, on imagine qu'il grandit aussi au moment où les Saadiens montent, tu vois. Oui, paraît-il, qu'il il était à Taloudan au moment où à Taloudan, les tribus ont donné la béa à Mohamed Chir. Voilà, donc il est témoin de la chute de Grenade, même s'il est petit, il est témoin de la montée des Saadiens avec la prise. On est en 1513. Voilà. 1513. 1550, je pense, c'est la prise de pouvoir, à peu près. Voilà. C'est pas pour tout de suite. Par contre, moi, j'ai une petite remarque rapide, là, juste en passant, c'est que notre ami Hassan Louazen a été offert au pape comme esclave, en fait. Enfin, captif, esclave. Captif, bien sûr. Captif. Non, parce qu'on a l'habitude d'insister sur les captifs européens chez Moulay Ismaïl et compagnie, mais on oublie que c'était réciproque. C'était réciproque, on en a parlé, et surtout après les grandes découvertes, on avait dit que les nôtres étaient les galériens, les gars vers l'Amérique, quand il n'y a pas de vent. Oui, il est offert aux... Il y a eu des bateaux entiers de pèlerins qui ont été attrapés par les pirates et les pirates du Nord. Donc quand il arrive chez le pape, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, bien sûr, il est remarqué, et on trouve que c'est un gars de bon savoir, et qu'on avait besoin de ses services. Un gars brillant, quoi. Et apparemment, il le surnomme. Alors, est-ce qu'il s'est converti ou pas? On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, le pape, qui s'appelait Léon, lui a donné le nom de Léon. Voilà, Léon l'Africain. Parce que moi, j'avais lu autre chose, je ne sais pas si c'est... Pour moi, je te fais confiance, mais il y avait la théorie du lion. Léon, en italien, voilà, Léon, le lion, c'est-à-dire parce que dans l'Afrique du Nord, c'était les lions, quoi, voilà. Oui, mais même ce pape aussi s'appelait Léon, donc... Ouais, c'est vrai, exactement. Donc, tu m'as tout... Et donc, on le met à l'université de Bologne, je crois, où il commence à enseigner l'arabe et l'hébreu, parce que, justement, ça nous donne une idée quand même, que pendant sa formation en Fès, l'hébreu était parmi les langues enseigné, qu'on apprenait, etc. Ouais. Et donc, peut-être à Grenade, non? Peut-être à Grenade. Non, à Grenade, il est jeune. Il était encore jeune. Probable. Mais en tout cas, l'enseignement de la langue hébraïque faisait partie également, peut-être doit être une option, comme pour beaucoup, et il commence à enseigner l'arabe et l'hébreu, et petit à petit, il se met paraît-il, parce que j'ai consulté plusieurs documents, et surtout, je me souviens très bien de la conférence d'un Allemand qui travaillait à l'ambassade d'Allemagne à Rabat et qui était retraité, qui s'est passionné pour le personnage de Hassan Louazen. Il est allé au Vatican, à la bibliothèque, il a regardé énormément de documents, il a trouvé même des documents signés, les empreintes de livres, etc. Il était bien noté, en tout cas dans la bibliothèque du Vatican. Et c'est là qu'il découvre au fait que c'est avec un prêtre maronite du Liban, avec qui il avait écrit le livre. Parce que le livre a été écrit en latin, mais Léon ne maîtrisait pas le latin, peut-être il le comprenait un peu, peut-être il a commencé à l'apprendre, mais pour écrire, c'est une autre paire de manches, et c'est avec un cardinal maronite, libanais, qu'il avait écrit ce livre, c'est-à-dire lui, il faisait un peu la dictée, et l'autre écrivait en latin, ou peut-être il a écrit en arabe et l'autre avait traduit. C'est pour ça qu'on a énormément de noms de lieux, de toponymes écorchés et de traductions. Traduction parce que du latin, il passe aux différentes langues européennes jusqu'à la langue française. Nous, on a repris la traduction qu'on a aujourd'hui de la langue française, donc on a énormément de noms de lieux écorchés et des fois on a du mal à retrouver l'original. À reconnaître. Il faut connaître la toponymie historique, en tout cas les noms des lieux historiques, revenir aux sources pour pouvoir les localiser. L'autre problème, c'est que Léon l'Africain, Hassan Louazen, il parle de mémoire. Il parle de mémoire, donc il n'avait pas de notes sur lui, etc. Donc sur les distances, sur la localisation des lieux, vu le nombre de voyages incalculables qu'il avait effectués un peu partout au Maroc, des fois, il y a des quiproquos, mais c'est pas très important et c'est pas très grave. Les spécialistes arrivent à corriger ou à s'adapter.
On va parler de ce bouquin parce que c'est ce livre-là qu'il écrit en Italie, à Rome, à l'adresse du pape. C'est ce livre qui fait qu'on le connaît, c'est ce livre qui fait qu'on en parle aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Comment il s'appelle ce livre déjà? Description de l'Afrique, description de l'Afrique. D'accord. Donc c'est un livre qui est une description géographique, une description historique. Est-ce qu'il parle de lui? Est-ce qu'il se met en scène? Ou il est vraiment factuel? Très peu. Il ne parle pas de lui, mais par contre, c'est un livre d'histoire, de géographie, d'économie, et on dirait même, selon les termes d'aujourd'hui, d'anthropologie, de botanique, presque de géologie, parce qu'il parle de tous ces sujets. C'est une commande du pape. C'est une commande, on veut en savoir sur la rive sud de la Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis on est à la période des Médicis, c'est-à-dire les balbutiements de ce qu'on appelle la Renaissance. Oui, c'est-à-dire quel est le rôle de la Renaissance là-dedans? J'ai du mal à... L'Église commence à s'ouvrir un petit peu sur le savoir, sur la connaissance. C'est le début d'une révolution interne et tranquille, si j'ose dire, du développement de la connaissance qui va nous donner ce qu'on appelle aujourd'hui, dans l'histoire européenne en tout cas, la Renaissance, qui va complètement mettre un terme à ce qu'on appelle la période dite médiévale. C'est accompagné par les grandes découvertes géographiques, la découverte de l'Amérique et le déplacement de l'histoire vers l'Atlantique au moment où la Méditerranée, en tout cas pour l'Europe, était l'élément fondamental. Donc oui, le contexte il y est et je crois que Hassan al-Wazzan joue un rôle, en tout cas, par ce qu'elle avait fait. Et surtout, c'était la pré-période de début de ce qu'on appelle en Europe aussi le réformisme, le début des protestants. Ils en parlent dans le roman. C'est-à-dire qu'ils tombent sur un pape qui est perturbé par la montée de cette hérésie, parce qu'il considère comme une hérésie, qui va donner donc le mouvement de contestation. Et puis Amin Maalouf va loin en mettant le fondateur du réformisme à l'époque, l'auteur, je crois, comme élève de Hassan al-Wazzan. Donc comme s'il voudrait nous dire l'enseignement qu'il avait prodigué a impacté. D'accord. Et oui, en le mentionnant en tant qu'élève, ça veut dire qu'il y a un impact. C'est-à-dire que Hassan al-Wazzan aurait aurait secoué l'Église romaine via quelque sorte de l'intérieur. Mais ça, on est on est dans la fiction, mais vu les dates, vu la période, parce que justement ce bonhomme était venu en tant que chrétien, continuer ses études à Rome, venir chez le pape, etc. Ça a donné tout un chamboulement de l'histoire. Alors ce livre-là, il a quel sort en vérité? Comment se fait-il qu'on le connaisse parmi tous ceux qui s'est perdu? Est-ce qu'il a été beaucoup utilisé? Est-ce qu'il a été important? Ce qui peut justifier que le nombre de copies fait qu'on en a encore aujourd'hui? Il y a eu un impact énorme. Comme je te dis, cette thèse faite par Louis Massignon en 1904 sur le livre, le Maroc, cette thèse c'était le Maroc au début du XVIe siècle. Et donc il a essayé, sur la base de description d'Afrique qui était encore en latin, de faire un travail sur le Maroc à travers les informations et les renseignements fournis par ce livre. Donc quand même, il a eu une vie postérieure, il a été traduit dans plusieurs langues européennes. Louis Massignon était le premier. Et puis là, je crois, en 1954, on a la publication des volumes complets en français. Comme je disais, on a une traduction en Orient, je ne sais plus, qui a eu lieu dans les années 70, et surtout chez nous au Maroc. Le doyen Hadji l'avait traduit, je crois, publié vers 1982. Là, c'est amusant. Il a publié en quelle langue, le doyen Hadji? En arabe. Là, c'est amusant parce que tu imagines bien que le fameux Hassan al-Wazzan, il a dicté en arabe, qui a été écrit en latin, qui a été traduit en français, puis retraduit en arabe. Exact. Donc, exact. On a dû perdre. C'est comme quand tu fais beaucoup de changes. Retour aux sources. Enfin, tu perds à chaque fois de la valeur, quoi. Oui, mais bon, c'est la précision. C'est ce qu'on appelle, c'est ce problème toujours de la traduction, mais peu importe. Il nous donne, parce qu'aujourd'hui, c'est un passage obligatoire pour les historiens. Quand on veut parler de la période ouattacide, peut-être avant et peut-être après, il nous donne une photographie de la situation au Maroc, en tout cas sur le plan géographique déjà à l'époque, et puis sur la société, sur son fonctionnement. Quand il nous décrit la ville de Fès, vraiment, il nous donne une photographie de la ville de Fès sur les hammams, les fendaq, les maristan, les habitudes. Il parle des sophies, il parle des ulama d'époque, il parle des festivités, des joies, des pratiques. Pour les gens qui s'intéressent aux faits sociaux, c'est un élément extraordinaire parce qu'il nous donne en tout cas une description selon son point de vue. C'est le point de vue bien sûr d'un citadin intellectuel qui regarde un petit peu sa société à sa manière. C'est très important pour nous. Également, il donne des informations botaniques, donc hydrologiques sur les rivières. Il parle des lions qui se fait attaquer à un moment, je crois, dans son... Non, il disait que pour les commerçants de Fès, pour ceux qui veulent faire du commerce, c'est-à-dire voyager, il faut absolument visiter le tombeau de Moulay Bouazza pour avoir sa bénédiction, si j'ose dire,
parce que Moulay Bouazza, justement, faisait peur aux lions, il les maîtrisait. Et donc, le pèlerinage annuel à Moulay Bouazza, qui n'était pas encore une tariqa, une zawiya, mais c'était un sofi en tout cas qui avait de l'aura, il le précise que celui qui veut faire du commerce, c'est-à-dire voyager pour ne plus avoir peur des lions, il faut absolument passer par le tombeau de Moulay Bouazza, oui. Alors, ça c'est la description du Maghreb, du Maroc, mais il y a également de l'Afrique subsaharienne. Ouais. Il y a de l'Égypte, Oui. puisqu'il a traversé tous ces pays-là. Ouais. Même le Hajj, je pense qu'il décrit ça, non? Oui, il parle des différents royaumes, le royaume de Tunis, le royaume de Bjaya. On est encore un petit peu à la période des Hafsides, les résidus des Almohades par là-bas. Ensuite, de notre ami Abou Hafs al-Hintati. Abou Hafs al-Hintati, absolument. Il nous donne un descriptif, par exemple, du pays du Haha. Il commence par Haha, aller savoir pourquoi, mais en tout cas, il parle de Haha, de Sousse, de Sahra, de Tadla, la zone de Tadla qu'on appelle aujourd'hui, c'est un peu un volet du Moyen Atlas, Fès, le Nord, le Rif, Tétouan, Qsar. Il donne énormément d'informations, je dis, sur le plan géographique. Il commence d'abord par l'histoire, il commence d'abord par l'histoire, et donc il relate un petit peu une sorte de background de la construction historique, et c'est très important, très intéressant, parce que ce savoir, lui, est venu de sa formation à Fès, et il résume en quelque sorte l'état des lieux, des connaissances à l'époque sur la société. Donc oui, c'est un passage obligatoire pour les historiens, même pour aujourd'hui, pour un économiste, pour les géographes ou pour les anthropologues, parce que ça reste un document vécu, et surtout aussi, bon, il y a quand même pas mal d'anecdotes, il raconte énormément d'anecdotes, bonnes, mauvaises, etc. Et surtout, il donne beaucoup d'appréciation sur tribu. Alors celle-là, elle est bonne, celle-là, elle est mauvaise, ceux-là, ils ont un mauvais caractère, ceux-là, ils sont sales, ceux-là, ils sont propres, etc. Et je crois que c'était peut-être la manière dont elle avait été reçue par les uns et par les autres, et bien quand elle est mal reçue, entre guillemets, allez savoir pourquoi, il les bombarde de mauvais qualificatifs et de mauvaises images, parce qu'elle a traversé, je veux dire, toutes les régions, et des fois, bon, c'est assez rigolo de voir comment il percevait les différentes zones, et d'ailleurs, il divise, on utilise le mot aqalim. Aqalim, aujourd'hui, quand on traduit le mot province, ça donne province, mais au fait, non, c'est des, comment dirais-je, c'est des appellations beaucoup plus géographiques. D'accord, c'est des zones. L'Habt, Tadla, Haha, Sousse, Drn. Donc, ils donnent les appellations des grands ensembles géographiques comme ils ont été Tamsna, comme ils étaient connus à l'époque, au-delà du découpage administratif comme on le connaît aujourd'hui. Alors j'ai deux remarques. La première, c'est que la chose importante qui s'est passée dans cette histoire, ce qui fait qu'on a ce bouquin, c'est qu'il est adressé à des étrangers. Ouais. C'est-à-dire qu'il décrit du quotidien, et c'est le fait qu'il s'adresse à des étrangers qui fait qu'il décrive des choses qui sont connues par les Marocains. Donc c'est ce qui nous permet à nous de savoir comment on était avant. Oui. Parce que, je donne un exemple très simple. Tu as tendance à décrire ce qui est soit extraordinaire, soit ce qui est ordinaire, mais pour les étrangers. Donc en vérité, la littérature locale ne s'est pas intéressée à l'ordinaire. C'est classique même dans... Bien sûr, c'est classique. Je donne un exemple très simple. Quand tu regardes, on a un bouquin ici de soldats marocains pendant la Première Guerre mondiale, je dis bien Première Guerre mondiale, photographié par les militaires français. Toutes les photos, c'est Yeshua, El Ghsba et El Bendir. J'ai l'impression que les gars, ils ont passé 3 ans à manger et à festoyer. Et en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, il sort son appareil quand il trouve un truc qui le surprend. Absolument. Voilà. Pendant les moments de repos, d'ailleurs. Voilà, donc c'est à ce moment-là. Hassan Ouazen, c'est autre chose. Lui, il va décrire le connu, mais pour l'inconnu. Et c'est ce qui permet, nous, d'avoir des informations comme la géographie, l'organisation, etc., qui sont connues par les Marocains. Et bien justement, quand on prend les rahalat al-hajjiyya, les voyages de pèlerinage, on a énormément de récits. D'ailleurs, c'est un hahi qui est pratiquement le plus ancien, l'Abdari al-Hahi, jusqu'à l'Ayashi, 17e siècle et même après. Et bien justement, dans le rahalat, ils ne nous donnent rien comme information sur notre pays. Non. Parce que pour eux, c'est de l'évident. Le descriptif, le détail commence quelque part au milieu de l'Algérie d'aujourd'hui. Parce qu'il écrit pour les Marocains. Justement, faire découvrir l'ailleurs voilà. à nous.
puisque chez nous, on connaît. Voilà, on va pas décrire ce que dit le Maghreb parce que عارفينه. Là, le problème, on est frustré aujourd'hui parce qu'on aurait aimé que quelqu'un in situ nous donne une photographie de son pays, de son bled, de sa tribu, de sa région, du pouvoir, de l'État, etc. Donc ça reste frustrant pour nous aujourd'hui, mais malheureusement c'est comme ça parce que justement, c'est comme Blom Tota qui arrive et qui nous raconte l'ailleurs. Pendant la période mélinide, il nous raconte ailleurs dans son récit. Il ne nous parle pratiquement pas du Maroc. Bien sûr. Alors, la deuxième remarque que j'ai par rapport à ce livre de Hassan Louazen, Le Roi africain, il est adressé au pape. Le pape, c'est quand même le chef d'une entité politique et spirituelle qui est dans une logique vraiment d'affrontement vis-à-vis du Sud. Et vice-versa d'ailleurs, c'est pas, voilà. Puisque ça va donner, en 1578, quelques années plus tard, le débarquement de notre ami Sébastien à Oued el-Mekhazine, ça va donner l'occupation d'Oran, de Tunis, enfin bref, les Turcs sont aussi dans l'affaire. On est dans une période où la chrétienté et l'islam s'affrontent très dur. Oui, mais justement, il ne donne pas d'informations militaires. C'est ça ce que j'allais dire. Il ne parle pas des places fortes, des casernements, de présence de Kadam, mais il mentionne quand même, à l'époque, c'était Azmoud, Jida par exemple, ou Lalaysh, Mamoura, Média d'aujourd'hui, était occupé par les Portugais. Il mentionne, il en parle parce que justement, il relate un petit peu, mais il ne donne pas non plus vraiment de secrets qui pouvaient compromettre la sécurité du pays. Oui, ça c'est dans le livre, mais il y avait peut-être à côté quelques annexes un peu spéciales qui ont été réservées aux élites. Je sais pas, moi je délire peut-être, mais on est dans une logique où j'ai du mal à imaginer que ayant un personnage comme ça qui était dans le pouvoir à ta disposition, tu ne lui cherches pas à lui faire raconter des choses un petit peu secrètes sur comment marche la cour, comment fonctionne le pouvoir, comment est organisée la défense du pays. Il parle un peu de pouvoir, surtout dans le contexte ouattacide assez complexe. Et les luttes internes, les rois qui se challengent entre eux, les méthodes d'arriver au pouvoir. Si, il mentionne un petit peu cela. Mais en même temps, il reste un petit peu peut-être sur ses gardes. Alors peut-être il y a autre chose qui n'a pas été publiée ou qui a été élaguée de la publication, allez savoir. Mais tu dis le pape chef spirituel, mais c'est le patron. C'est le patron, c'est lui qui... Oui, c'est le patron même des rois. Ben oui, c'est lui qui donne un peu cette... pas ordre, mais en tout cas l'autorisation de cette recherche de la route des Indes par Christophe Columbus. Je veux dire, rien ne se fait sans son aval. Quand Sébastien arrive, c'est avec l'aval du pape, bien sûr, même si le roi d'Espagne, Philippe, n'était pas d'accord, etc., il ne voulait pas participer, mais c'est toujours l'aval parce que le pape fait appel aux autres rois du nord de l'Europe pour envoyer des soldats, ce qu'on appelle aujourd'hui les mercenaires, qui vont être intégrés dans l'armée portugaise. Donc oui, nous sommes dans un contexte où les prémices de la Renaissance étaient là. Christophe Colomb était à la recherche de la route des Indes pour tomber en Amérique. On entreprend ce qu'on appelle les grandes découvertes géographiques, la navigation du Portugais surtout qui traverse l'Atlantique et qui remonte l'Afrique de l'autre côté par l'océan Indien, jusqu'à arriver pratiquement au golfe de Basra en Irak aujourd'hui, la mer Rouge. D'ailleurs, c'est ce qui va susciter un petit peu comment les Ottomans vont arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est l'arrivée du Portugais d'abord dans la région. Et tout ça, c'est sur les ordres du pape. C'est lui qui décide. Et du coup, la recherche de l'information était bien sûr extraordinaire pour eux et très importante. Ouais, moi, c'est pour ça que j'adore cette période en vérité. C'est ma préférée, je le dis. C'est le moment où le monde s'entrechoque, où les gens se découvrent et où les Européens débarquent en Amérique, où l'Asie rentre un petit peu dans l'histoire de l'Europe, voilà. Puisqu'on a découvert, on est arrivé en Inde, on est arrivé aux Philippines, qu'on a appelé en hommage au roi Philippe. Oui, non, mais il y a vraiment on a l'impression que le monde se rétrécit d'un seul coup, les gens se découvrent. Ça va se poursuivre pendant tout le siècle, et même le siècle suivant. C'est l'un des grands changements géopolitiques dans l'histoire de l'humanité. C'est un peu le début de la mondialisation, des énormes, même du début du capitalisme, vu que quand on s'intéresse à des compagnies comme celle des Indes, la compagnie néerlandaise, c'est des sommes énormes qui sont générées par le commerce des épices via l'Asie. L'Espagne qui devient une puissance. C'est également l'esclavage avec tout ce qu'il y a, début de l'esclavage avec tout ce qu'il y a comme la piraterie. Enfin, je sais pas comment décrire cette période-là, mais la planète est en ébullition. Et Hassan Louazen, comme ça, avec son parcours, son livre, est vraiment un symbole de cette période où les gens se découvrent, se décrivent, s'épient, s'espionnent, je ne sais pas. En tout cas, rentrent en contact des civilisations qui étaient jusque-là un petit peu, pas étanches, mais moins dans le contact, quoi. En tout cas, c'est le contexte pré-saadien. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à vous.
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.